Ma femme m'a trompé pendant la chimiothérapie de ma fille en déclarant qu'elle ne supportait pas cette vie déprimante à l'hôpital, qu'elle méritait du bonheur et du plaisir, pas cette misère. Elle a simulé des maladies pour éviter les traitements. Alors j'ai agi. Aujourd'hui, elle est sans emploi, sans domicile et elle me supplie de revenir. Je ne publie généralement pas de choses personnelles en ligne. Je suis le genre d'homme qui gère les choses discrètement, qui baisse la tête et encaisse. Mais dernièrement, je suis resté seul avec tout ça, et je commence à penser que j'ai juste besoin de le dire quelque part, de l'extérioriser. Alors voilà. Moi, un homme de 29 ans, et mon ex-femme Rachel, une femme de 27 ans, avons été mariés pendant 5 ans. Je croyais que le mariage signifiait être coéquipiers, se soutenir mutuellement, grandir ensemble. Ce que j'ai eu à la place, c'est 5 années à marcher dans un champ de mine en faisant semblant de ne pas entendre le tic-tac. Revenons un peu en arrière. J'ai une fille de 9 ans. Sa mère a quitté la scène quand elle avait à peine 6 mois. Pas de drame, pas de bataille pour la garde, elle a juste disparu. Donc oui, j'ai été père et mère depuis avant que ma fille sache ramper. Je ne me suis jamais plaint. Je n'en avais pas besoin. On s'est débrouillé ensemble. Elle était tout pour moi. Et honnêtement, l'élever m'a donné plus de discipline que n'importe quel livre de développement personnel ou podcasteur de prix. Quand j'ai rencontré Rachel, ma fille avait 4 ans. Rachel avait alors 22 ans, fraîchement diplômée. Elle travaillait dans les relations publiques, habillée comme l'héroïne d'un film de Noël, mais avec la confiance de quelqu'un qui pensait avoir tout compris à la vie parce qu'elle avait fait une séance de thérapie et lu 3 chapitres du pouvoir du moment présent. Au début, elle était gentille, trop gentille, le genre de gentillesse qui ressemblait à un entretien d'embauche. Ma fille l'aimait bien parce que les enfants veulent simplement que les gens soient gentils. Et Rachel était gentille avec elle, du moins en apparence. Mais il y avait ce petit rictus dans son sourire chaque fois que ma fille recevait trop d'attention. Je me suis dit que j'exagérais. Je voulais croire qu'elle avait juste besoin de s'adapter, qu'elle était jeune, pas habituée aux enfants. J'ai été idiot. On s'est mariés 2 ans plus tard. Et je dois admettre que les premiers mois étaient bien. Ma fille a commencé à l'appeler Rachel, pas maman, et Rachel n'a jamais insisté pour autre chose. Je trouvais cela respectueux à l'époque. Aujourd'hui, je pense que c'était par commodité. Elle ne voulait pas de la responsabilité, elle voulait le rôle, les moments dignes d'Instagram, sans le travail de l'ombre. Tout s'est effondré il y a 2 ans. Ma fille a été diagnostiquée avec un cancer de stade 3. Je ne dirai pas le type, parce que je ne peux toujours pas le prononcer sans avoir la gorge nouée. Tout ce que je dirai, c'est que c'est arrivé vite et fort. Un jour elle avait de la fièvre, le lendemain j'étais assis face à un médecin qui prononçait des mots comme agressif et traitement intensif. Mon monde s'est arrêté. Le travail, la maison, tout est passé au second plan. Je me suis installé à l'hôpital avec elle, dormant dans ce fauteuil en plastique bizarre, mangeant ce que les infirmières acceptaient gentiment de m'apporter. J'ai mémorisé le son du moniteur, le rythme des médicaments, le nom de chaque infirmière de garde. Et pendant tout cela, Rachel a commencé à agir bizarrement. D'abord c'était des petits signes. Elle soupirait quand je ne répondais pas immédiatement à ses messages. Puis ce furent des plaintes. Elle disait qu'elle avait l'impression de se perdre parce que je n'étais jamais là. Un soir, je suis rentré 1 heure pour me doucher et je l'ai trouvée sur le canapé, toussant faussement, disant qu'elle couvait peut-être quelque chose et avait besoin que je reste. Rappelle-toi, ma fille subissait une chimiothérapie. Je lui ai dit que si elle était malade, elle devait éviter l'hôpital. Sa réponse a été « Ah, donc maintenant je suis juste un risque pour ta vraie famille. » J'aurais dû la quitter à cet instant précis. Mais elle n'a pas arrêté. Elle a commencé à prétendre avoir des symptômes étranges, douleurs thoraciques, vertiges, elle a même pris rendez-vous pour un scanner. Résultat, rien. Elle haussait les épaules et disait que le corps stockait le stress de manière étrange. Pendant ce temps, je regardais ma fille perdre ses cheveux et ses forces, essayant de faire bonne figure pendant qu'elle vomissait du sang. Rachel ne s'est jamais intéressée au plan de traitement. Elle n'a jamais passé une nuit à l'hôpital. Quand elle venait, elle restait assise dans un coin, à faire défiler son téléphone ou à se plaindre que l'infirmière avait oublié de lui apporter de l'eau. Une fois, elle s'est énervée parce que l'infirmière avait salué ma fille avant elle. Je le jure, elle a vraiment murmuré « Super, je n'existe plus ». Je me souviens de ce moment plus clairement que de la plupart des conversations médicales. Pas à cause de ces mots, mais parce que j'ai compris quelque chose de dangereux. Elle n'était ni triste, ni effrayée, ni dépassée.
Elle était jalouse. Pas jalouse de l'attention. Jalouse que mon amour ait une direction qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle ne voyait pas ma fille comme sa belle-fille. Elle la voyait comme une rivale. Dans son monde, l'amour était un jeu à somme nulle. Si j'en donnais à quelqu'un d'autre, cela signifiait qu'il en restait moins pour elle. Elle devait être la vedette. Tout ce qui était en dessous, elle s'effondrait ou explosait. Ou dans ce cas, elle inventait des problèmes de santé pour se remettre au centre de l'attention. Avec le recul, je n'arrive pas à croire tout ce que j'ai laissé passer. Mais quand ton enfant se bat pour sa vie, tu n'as pas le temps pour une thérapie de couple ou pour des parties d'échecs émotionnels. Tu te contentes de survivre à la journée. Et peut-être que c'est justement ce que Rachel a le plus détesté, que j'avais désormais quelque chose de plus grand qu'elle pour lequel vivre, que je ne tournais plus autour de ses sautes d'humeur et de ses manipulations. Elle ne pouvait pas rivaliser avec un enfant mourant et elle le savait. J'ai vu qui elle était vraiment quand elle a fait ce commentaire sur le fait de ne plus exister. Ce n'était pas un appel à l'aide, c'était une crise, c'était elle qui retirait le masque et me montrait que la version douce d'elle-même n'était qu'une façade. Ce qu'elle voulait réellement, c'était être le centre de gravité. Et si elle ne pouvait pas l'être, elle préférait faire dérailler tout le système. Je ne l'ai pas confrontée à ce moment-là, je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. J'ai simplement commencé à faire attention, à rassembler des souvenirs comme un avocat rassemble des preuves, de façon froide, silencieuse et intentionnelle, parce qu'au fond, je savais déjà que ça ne se réparerait pas avec des excuses ou une discussion sincère. Certaines choses ne se fissurent pas, elles pourrissent, et une fois que tu sens l'odeur, tu ne peux plus faire semblant que c'est encore frais. Quand ma fille en était à 1 mois de chimiothérapie, j'avais cessé d'attendre du soutien de la part de Rachel. Je n'attendais même plus un minimum de décence, je voulais juste qu'elle reste à l'écart. Mais Rachel avait d'autres projets. Ne pas aider ne suffisait pas, il fallait qu'on la voie souffrir. Laisse-moi clarifier un point ici. Rachel ne travaillait pas, elle n'avait pas travaillé depuis environ 6 mois après notre mariage. Elle disait que son rôle était de soutenir la famille émotionnellement, quoi que cela veuille dire. Je n'avais pas protesté. Financièrement, je m'en sortais. Ma fille avait besoin de stabilité, alors Rachel jouait les femmes au foyer. Sauf que nous n'avions pas besoin d'une femme au foyer, nous avions besoin d'un adulte capable de tenir bon quand les choses devenaient difficiles. À la place, elle est devenue une reine du drame à plein temps, sans aucun self-control, avec un budget illimité pour attirer la pitié. Pendant que je faisais des journées de 20 heures entre l'hôpital et le travail, que je répondais à des appels professionnels dans les salles d'attente et que je mangeais de la malbouffe de distributeurs, Rachel montait des numéros. D'abord seulement pour moi, quinte de tout, maux de tête, plainte vague sur une oppression thoracique. Puis elle a élargi le spectacle à son cercle social. Je l'ai découvert par une de ses amies, par hasard en fait. J'étais passé à l'appartement pour prendre des vêtements propres et je suis tombé sur son amie Alicia dehors. Alicia m'a serré dans ses bras et a chuchoté qu'elle était désolée, que Rachel traversait tellement de choses en plus du reste. J'ai cligné des yeux, Rachel traversait quoi? Alicia avait l'air confuse, sa condition, elle a dit que les médecins ne savaient toujours pas ce que c'était. Sa condition? Ce soir-là, j'ai vérifié son compte Facebook. Elle avait publié un long statut vague, certains jours la douleur est trop forte, pas de réponse, juste essayez de rester forte, s'il vous plaît ne posez pas de questions. Les commentaires affluaient, des cœurs, des tu es si courageuse, on prie aussi pour toi. Une femme a même proposé de lui apporter de la soupe. Pendant ce temps, ma fille était littéralement branchée à une perfusion et se battait pour sa vie. Je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas confrontée. À quoi bon? J'avais déjà vu comment elle réagissait quand elle n'était plus sous les projecteurs, comme un enfant de 3 ans à qui on retire son jouet préféré. Je n'allais pas gaspiller mon souffle à tenter d'expliquer la logique à quelqu'un accro au point de victimisation. À la place, j'ai commencé à l'observer comme si je documentais un dossier. Quand nous avons atteint la moitié du traitement, j'ai apporté des ballons et des petites cartes de ses amis de l'école. Rachel m'a vu arriver avec les ballons et m'a lancé un regard vide. Elle n'a pas dit bonjour, elle n'a pas demandé comment allait ma fille, elle a juste marmonné quelque chose à voix basse. Je n'ai rien dit. J'ai simplement donné les ballons à ma fille, qui s'est illuminée comme si c'était Noël. Elle n'avait aucune idée que sa belle-mère faisait la tête à 2 mètres de là comme si on lui avait volé sa place en première classe. Et je sais ce que tu penses. Peut-être que Rachel était dépassée, peut-être qu'elle s'effondrait émotionnellement et qu'elle ne savait pas comment gérer. Crois-moi, j'aurais aimé que ce soit le cas. Je l'espérais. Mais ensuite elle a commencé à faire quelque chose qui a détruit tout doute possible.
Elle se présentait à l'hôpital rarement, toujours sans prévenir, et jouait les victimes devant le personnel. Elle entrait lentement, s'asseyait comme si ses os étaient faits de verre, poussait de grands soupirs. Et quand l'infirmière demandait à ma fille comment elle allait, Rachel intervenait immédiatement en disant quelque chose comme « je dors à peine » ou « ma tension est tellement bizarre en ce moment ». Jean, qui lui avait demandé. Elle ne posait aucune question au médecin, ne prenait aucune note, ne me demandait jamais comment avançait le traitement ou quel médicament fonctionnait. Mais elle avait tout un tas d'histoires pour ses amis sur la façon dont elle tenait la famille à bout de bras et gérait crise après crise. Toujours sans emploi, sans responsabilité parentale, incapable même de faire cuire une pizza surgelée, elle passait ses journées à écrire dans son journal à quel point sa vie était difficile. Ironique pour quelqu'un dont la tâche quotidienne la plus intense consistait à poster des selfies filtrés avec des légendes du style « je continue de me battre ». Elle a eu le culot de dire que j'étais émotionnellement indisponible. Elle a dit à ses amis que j'étais devenu froid, que je l'avais repoussée à un moment où elle avait aussi besoin de soutien. À un moment donné, elle m'a même envoyé un message pour dire qu'elle s'était évanouie dans un supermarché, qu'elle avait dû faire des analyses sanguines en urgence, que c'était peut-être une anémie ou pire. Je lui ai demandé de m'envoyer les résultats. Elle a répondu qu'il ne lui avait pas encore donné de copie. À ce moment-là, j'avais cessé de réagir, c'était ma vengeance, l'indifférence. Elle voulait du drame, je lui ai donné le silence. J'ai dit aux infirmières de ne pas la laisser entrer sans vérifier avec moi d'abord. Ma fille commençait à remarquer les choses aussi. Une fois, elle m'a chuchoté « Pourquoi Rachel ne m'aime plus ?» C'était le coup de grâce. Quand un enfant atteint de cancer se demande si elle a fait quelque chose de mal envers toi, c'est que tu échoues à un niveau si profond qu'il ne mérite pas le pardon. Rachel ne voulait pas un mari, elle voulait un fan club. Et quand la vie a cessé de tourner autour d'elle, elle s'est inventée sa propre crise pour rester pertinente. C'est là que j'ai compris que la véritable maladie dans ma maison, ce n'était pas le cancer. Avance rapide, cela fait 1 an que les murs de l'hôpital ont cessé d'être notre foyer. Ma fille a vaincu la maladie, elle s'est battue comme une lionne et en est sortie plus forte que la moitié des adultes que je connais. Elle est retournée à l'école, ses cheveux repoussent en ondulations douces et elle a une étrange obsession nouvelle pour les plantes. La maison ressemble à une serre qui aurait explosé et honnêtement, je m'en fiche, je la laisserai faire pousser des lianes sur les meubles si cela la fait sourire. Tandis qu'elle se remettait, j'ai commencé à recoller les morceaux de la vie, à me replonger dans le travail, à trier la montagne de dettes médicales, à me reconnecter avec le monde au-delà des perfusions et des visites d'infirmiers. Et oui, j'ai essayé, avec insistance sur le mot essayer, de me reconnecter avec Rachel aussi, car en théorie, nous étions toujours mariés, et en théorie, un mariage peut survivre à une période difficile. En pratique, elle avait déjà décroché, je ne le savais pas encore. Rachel s'est mise à agir différemment, pas de manière spectaculaire, juste plus légère, souriant plus souvent, riant sans raison, avec cette attitude où elle fixait son téléphone en essayant de cacher un sourire en coin, comme une adolescente en train d'échanger des textos en classe. Au début, je pensais qu'elle retrouvait enfin son équilibre, je voulais croire cela, après tout ce que nous avions traversé. Peut-être qu'elle retrouvait son étincelle. Mais ensuite, elle s'est mise à fredonner dans la maison. Rachel ne fredonne pas, ce n'est pas une femme qui fredonne, elle se plaignait même quand je cliquais trop mon stylo. Puis sont venues les douches tardives, les courses rapides d'où elle revenait avec plus de maquillage qu'en partant, soudainement elle avait besoin d'espace pour respirer et de temps pour se retrouver. Ce qui, dit comme ça, semble noble, jusqu'à ce que tu réalises que ce ne sont que des citations recyclées de Pinterest pour justifier un comportement douteux. Le pressentiment m'a frappé un soir quand j'ai vu son téléphone posé face contre la table de nuit mais avec l'écran encore allumé. Je ne fouille pas dans les téléphones, ce n'est pas mon genre, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se figer quand je les regardais, oui, mes instincts n'étaient pas endormis. Je n'ai rien dit, je n'avais pas de preuves, juste des soupçons, et après tout ce que j'avais déjà vécu, je n'allais pas déclencher une guerre sur un simple pressentiment. Mais ensuite j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Normalement je ne réponds pas à cela, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Une voix prudente, peut-être féminine, nerveuse, comme si elle répétait cette phrase depuis des heures, m'a demandé si j'étais le mari de Rachel. J'ai répondu oui, j'ai demandé qui c'était. Elle a dit qu'elle s'appelait Samantha, qu'elle ne savait pas comment commencer, mais qu'elle pensait que ma femme couchait avec son petit ami. Je me suis lentement assis, mes mains sont devenues froides. Elle a dit que son copain s'appelait Derek, qu'ils avaient travaillé ensemble, et ce nom a tout de suite fait tilt. Rachel avait brièvement mentionné un Derek, du genre agaçant mais marrant, un gars des relations publiques, chemise criarde, mauvaise eau de Cologne, je n'y avais pas prêté attention.
Pourquoi l'aurais-je fait? Samantha m'a dit qu'elle avait trouvé des messages, des centaines, des textos longs, des trucs dragueurs, des je pense à toi, on refait ça quand, des reçus d'hôtel, des notes vocales, des photos, du genre que tu n'envoies pas à un simple collègue. Je lui ai demandé de me les envoyer. Elle a hésité, a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui, j'avais besoin de savoir. Elle me les a envoyés par mail, dans un fichier compressé nommé désolé. Il m'a fallu 15 minutes pour l'ouvrir, mes mains tremblaient, non pas de choc, mais parce que je n'étais pas surpris. Ce n'était pas un rebondissement, c'était une confirmation. Les messages n'étaient pas seulement sexuels, ils étaient théâtraux, comme si Rachel se prenait pour la star d'un film. Il y avait de longs paragraphes sur combien elle se sentait vivante avec Derek, sur le fait qu'elle n'avait jamais été désirée de cette façon. Une note vocale la montrait en train de chuchoter à quel point il la faisait se sentir femme à nouveau. J'ai failli écraser mon téléphone en l'écoutant. Et le pire, c'est ça, la réalité. Rachel ne se contentait pas de tromper, elle était en compétition. Il y avait un message qui m'est resté gravé comme une tache, j'adore le fait que tu me choisisses, moi, plutôt qu'elle, elle comme dans Samantha, la véritable petite amie. Rachel ne guérissait pas, elle ne fuyait pas un mari toxique, elle jouait à la chaise musicale avec la relation de quelqu'un d'autre, et souriait comme si elle avait gagné un prix. Un autre message disait qu'il ne savait même pas la chance qu'il avait d'avoir quelqu'un comme elle, comme si j'étais un imbécile ignorant qu'elle bénissait de sa présence. Elle semblait arrogante, pas triste, pas confuse, même pas coupable. Elle semblait fière, comme si c'était une victoire, comme si elle était enfin celle pour qui on trahit. Et dans son esprit, cela faisait d'elle le personnage principal. Et moi, je n'étais qu'un figurant, le gars hors caméra qui tient la perche pendant qu'elle récite ses répliques dignes d'un Oscar. Je ne l'ai pas confrontée, pas encore. J'ai joué la carte du calme, j'ai continué à parcourir les messages, les organisant, les mémorisant mentalement avec les dates. J'ai recoupé les dates avec ses soi-disant courses, j'ai vérifié les séjours à l'hôtel par rapport au calendrier des traitements de ma fille et bien sûr, l'un de leurs week-ends en amoureux tombait exactement le même week-end où elle m'avait dit être trop épuisée émotionnellement pour m'accompagner à un rendez-vous de suivi avec l'oncologue. Ce détail-là m'a frappé différemment. Elle ne faisait pas que tromper, elle abandonnait la convalescence médicale de ma fille pour jouer les maîtresses dans une suite du Marriott. Après ça, j'ai commencé à agir autrement, subtilement, en l'observant sans réagir, en documentant sans m'impliquer, parce que je connaissais son genre. Elle se nourrissait du drame. Le moment où je lui aurais montré la moindre émotion, elle aurait inversé les rôles, elle serait devenue la victime, elle aurait dit qu'elle se sentait seule, que je l'avais repoussée, qu'elle avait eu besoin d'un repère. Non, pas cette fois. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas mis en colère, je n'ai pas fait ma valise pour claquer la porte. J'ai juste observé. Je l'ai laissé croire qu'elle avait le dessus, qu'elle s'en était tirée, que j'étais trop aveugle ou trop brisé pour voir clair. Pendant ce temps, je construisais un dossier silencieux, pas contre elle, mais pour moi. Parce que j'ai enfin compris que ce n'était pas une histoire d'amour, ni de guérison, ni même de douleur. Rachel n'avait pas trompé à cause de ce qui me manquait, elle avait trompé parce qu'elle avait besoin d'un public. Mais je ne l'ai pas confrontée le jour où j'ai découvert la vérité, ni le lendemain, ni même la semaine suivante. Ça aurait été émotionnel, désordonné, impulsif, et elle aurait adoré ça. Non, j'ai fait autrement. J'ai agi comme si je ne savais rien, comme si tout était normal, comme si j'étais encore ce mari épuisé qui essayait de maintenir notre foyer en place avec du scotch et de la caféine. Parce que j'avais besoin de temps, non pas pour lui pardonner, mais pour charger l'arme correctement avant d'appuyer sur la détente, au sens figuré. Alors pendant que Rachel gambadait dans la maison, fredonnant et envoyant des messages à Derek comme une collégienne excitée, moi je mettais tout en place, discrètement, stratégiquement, légalement. Premier mouvement, j'ai appelé mon ami Eric. Il n'est pas avocat, mais il a traversé un divorce particulièrement sale. Il m'a donné des noms. J'ai passé un après-midi entier à faire des appels, à fixer des rendez-vous pour des consultations. J'ai réservé 3 rencontres consécutives la semaine suivante et j'ai pris des jours de congé pour toutes, sans même dire à mon patron pourquoi. J'ai juste dit que c'était pour des raisons personnelles, il a hoché la tête comme s'il savait. Chaque avocat m'a dit la même chose, ne réagissez pas, ne partez pas, ne la confrontez pas encore, rassemblez, préparez, soyez froid. Alors c'est ce que j'ai fait. La maison était à mon nom, achetée avant le mariage. J'ai sorti le titre de propriété, vérifié les documents hypothécaires, relu l'acte, tout était à moi. Les comptes bancaires, nous en avions un joint, mais j'en avais aussi de séparés.
J'ai consulté les conditions du compte commun, je me suis assuré d'avoir la documentation pour chaque dépôt, surtout les plus gros, primes, paiement de contrat, remboursement d'impôts. J'ai imprimé chaque trace financière. J'ai commencé un classeur dans le tiroir de mon bureau, étiqueté impôt 2023, au cas où elle fouillerait. Ensuite, le vrai travail a commencé, le nettoyage des traces numériques. J'ai changé tous mes mots de passe, email, cloud, banque, tout. Je l'ai déconnecté de tous les appareils liés au mien. J'ai commencé à sauvegarder mes photos, messages, captures d'écran. J'ai créé un Google Drive privé, avec double authentification. Et j'ai été malin avec les données de localisation. J'ai commencé à comparer les endroits où elle disait être avec ceux où elle allait vraiment, à suivre ses mensonges sans dire un mot. Chaque réservation d'hôtel qui coïncidait avec une course, chaque sortie café qui se terminait étrangement près du bureau de Derek, je les ai enregistrés, avec les horaires, les captures d'écran, même quelques images prises par notre sonnette connectée dont elle avait oublié l'existence. Elle était négligente, vraiment négligente, parce qu'elle pensait que j'étais distrait ou trop abattu pour remarquer. Dans tous les cas, elle ne l'a pas vu venir. C'était sa faiblesse. Elle croyait que la tromperie était une forme de pouvoir. J'allais lui montrer ce que signifie un véritable levier. Ensuite, j'ai appelé ma banque, j'ai séparé ce que je pouvais, gelé les cartes que nous partagions, sorti les relevés de l'année écoulée, étiqueté tout ce qui me paraissait suspect. J'ai découvert qu'elle avait utilisé ma carte pour réserver 2 nuits d'hôtel pendant les week-ends où elle prétendait être exténuée. Gotha love l'ironie. J'ai même appelé les ressources humaines de mon entreprise, demandé comment ajouter ou retirer une personne à charge de l'assurance. La dame au téléphone m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai répondu que ça allait bientôt aller. Quand j'ai eu tout ce qu'il fallait, les finances, les messages, la chronologie, je suis allé voir l'avocat que je préférais. Un type calme, avec une confiance tranquille, du genre à porter des costumes simples et à boire du café noir comme un principe de vie. Il a feuilleté mon dossier, a hoché la tête et m'a dit que je l'avais coincé complètement. Je lui ai demandé ce que je pouvais espérer. Il m'a répondu honnêtement. Si elle ne conteste pas, ce sera propre. Elle n'a rien. Je n'ai pas adopté sa fille, pas d'enfant en commun, la maison et les biens sont à moi. Si elle essaie de demander une pension alimentaire, on l'écrasera sous les justificatifs montrant qu'elle n'a rien contribué. Il le pensait au sens littéral. J'avais 6 mois de commandes de repas et de colis Amazon tous à mon nom. Elle n'avait même pas acheté une éponge. Et le comble, c'est qu'elle n'avait pas travaillé depuis 3 ans, affirmant qu'elle gérait la maison émotionnellement, selon ses mots, sans aucune trace écrite, aucun revenu, aucun levier. Nous avons rédigé les papiers. Je les ai rangés dans un dossier dans le tiroir à côté de mon lit. Juste à côté, j'y ai mis ces messages avec Derek, au cas où elle essaierait de prétendre que ce n'était pas de la trahison. J'ai attendu une semaine, je l'ai laissé fredonner ses petites chansons d'amour, je l'ai laissé croire que je jouais encore au mari tandis qu'elle jouait le premier rôle dans sa petite fantaisie de trahison. Puis j'ai choisi un samedi matin, ma fille était partie dormir chez sa tante, la maison était calme, Rachel était dans la cuisine à faire du café, comme si elle n'avait pas réduit notre mariage en miettes pour quelques compliments et un mini-bar d'hôtel. Je me suis assis à la table, calme, avec une clarté assez tranchante pour couper du verre. Je lui ai dit, « Assieds-toi, faut qu'on parle de quelques trucs. » Elle s'est tournée, tasse en main, un sourcil levé comme si j'allais lui demander si elle avait payé la facture d'eau, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle a demandé ce qu'il se passait. J'ai ouvert le dossier, l'ai posé à plat. Elle a regardé, les yeux parcourant le titre, les noms légaux, les lignes de signature. Elle a dit, « Attends, c'est quoi ça ?» J'ai répondu, « Les papiers du divorce. » Silence. Elle a cligné des yeux 2 fois, comme si elle buguait. Elle a dit, « Quoi, sérieux ?» J'ai sorti du dossier une seconde pile, ses textos, les reçus d'hôtel, les relevés GPS, une petite carte imprimée depuis Google montrant la superposition entre le bureau de Derek et ses soi-disant courses. Elle n'a pas touché au papier, elle a juste fixé, l'air suffisant qu'elle traînait depuis un mois avait disparu, remplacé par quelque chose de brut, acculé. Je lui ai dit que je savais depuis un moment, que je n'avais rien dit parce que je voulais bien faire, calmement, légalement. Elle a répliqué sèchement, « T'as fouillé dans mon téléphone. » J'ai répondu, « Non, c'est Samantha, la copine de Derek, qui m'a tout envoyé, j'ai juste vérifié. » Elle a serré la mâchoire et dit, « T'es vraiment en train de faire ça. » J'ai dit, « Toi tu l'as déjà fait, ça c'est juste de la paperasse. » Elle a ouvert la bouche mais aucun son n'en est sorti. Je ne l'ai pas laissé parler.
Je lui ai dit que j'avais tout réglé, que les avocats étaient prêts, les comptes séparés, la maison était à moi, qu'elle pouvait prendre ses affaires personnelles mais que c'était tout. Plus de drame, plus de discussions, tout passerait par les voies légales désormais. Elle a cligné des yeux comme si je venais de la frapper, mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas crié, je suis juste resté assis là comme si c'était un samedi comme un autre. Parce que je ne lui donnais pas une scène, je lui donnais des conséquences. Elle voulait de l'attention, je lui ai donné le silence. Elle voulait le chaos, je lui ai donné de la paperasse. Elle voulait être choisie, j'ai choisi de partir. D'abord elle n'a rien dit, elle est restée là à fixer les papiers devant elle comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Elle a cligné une fois, deux fois, la bouche entr'ouverte sans qu'un mot n'en sorte. Puis c'est arrivé, elle a levé les yeux, m'a regardé droit dans les yeux et m'a lancé, maintenant tu sais ce que ça fait. Et là, à cet instant précis, j'ai su tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai souri, j'ai même ri, pas de joie mais d'incrédulité, l'audace pure. J'ai répondu, non, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais trompé, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais simulé une maladie pendant que ma fille était littéralement branchée à une perfusion. Je n'ai jamais utilisé le rôle de victime pour attirer l'attention d'inconnus. Tu voulais de la pitié, pas un partenariat. Elle a croisé les bras comme une gamine punie. Elle a dit, tu m'as ignoré pendant des mois, je me sentais invisible. J'ai répondu, il y a une différence entre être ignoré et ne pas être le centre de l'attention chaque seconde de la journée. Tu n'étais pas invisible, tu étais encombrante et ça, tu ne l'as pas supporté. Elle a soufflé, j'étais blessé. Non, tu t'ennuyais, j'ai dit. Puis elle a essayé d'enchaîner, ce regard qu'elle a quand elle prépare sa prochaine tirade émotionnelle. Elle a dit, je ne l'ai pas fait pour te blesser, je l'ai fait pour rétablir l'équilibre. Tu m'as exclu, tu l'as choisi elle plutôt que moi. Elle, c'est une enfant de 9 ans atteinte d'un cancer, j'ai dit d'un ton neutre, pas vraiment une compétition équitable. Elle a haussé les épaules, a dit que malgré tout, elle se sentait insignifiante. J'ai répondu, tu ne voulais pas compter, tu voulais gagner. C'est pas de la vengeance, c'est de l'insécurité. Elle n'a pas nié, elle a juste baissé les yeux vers les papiers, tapotant le bord du doigt comme si elle espérait que les pages se réécrivent d'elles-mêmes. Elle a fini par murmurer, je voulais juste me sentir choisie pour une fois. J'ai laissé le silence flotter, puis j'ai dit, alors tu aurais dû mieux choisir. C'est là que le déclic s'est produit. Elle s'est levée, a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine comme dans un montage de thérapie. Elle a demandé si je faisais vraiment ça, en essayant de jouer la surprise, en demandant si après tout ce qu'on avait traversé, j'étais juste en train d'abandonner. J'ai répondu que j'avais déjà abandonné, que ça, c'était juste la partie où je signais les papiers de sortie. Elle a soufflé, donc c'est tout, on jette tout ça à la poubelle. J'ai dit, tu as trompé, de façon répétée et volontaire, pendant que ma fille se remettait, pendant que tu vivais gratuitement ici, en simulant des maladies pour obtenir des likes. Il n'y a plus de nous. Et là, elle a lâché la cerise sur le gâteau de son délire. Elle a dit, écoute, peut-être qu'on a tous les deux fait des erreurs, peut-être qu'on avait juste besoin d'un peu d'espace, mais maintenant que tout est sur la table, peut-être que c'est ce qu'il nous fallait pour repartir à zéro, une nouvelle base, plus de secrets. Je l'ai regardée comme si elle avait poussé une deuxième tête. Je lui ai demandé, tu crois qu'on est à égalité? Elle a hoché la tête, a dit qu'on était tous les deux blessés, que je l'avais négligé, qu'elle avait fait des erreurs, mais qu'on pouvait avancer maintenant si on le voulait. J'ai répété doucement, tu as trompé, tu as simulé une crise émotionnelle entière, tu as essayé de détourner une vraie tragédie pour attirer l'attention, et maintenant tu veux appuyer sur un bouton de réinitialisation comme si on jouait aux Sims. Elle a croisé les bras, donc c'est non. J'ai dit, c'est un énorme non, Rachel. Elle a essayé de pleurer, pas vraiment, juste le genre de larmes qui reste dans le coin des yeux sans jamais couler, comme si elle attendait de voir si j'allais m'attendrir et la réconforter. Je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai sorti le second dossier, les relevés bancaires, les rapports de crédit, les copies de notre contrat prénuptial. Heureusement que j'ai écouté mon père à l'époque. J'avais des captures d'écran de tous les reçus numériques montrant que j'avais tout payé, du loyer aux courses, en passant par ses abonnements de streaming. Je lui ai dit, aussi calme que jamais, voilà ce qui va se passer. Tu vas signer les papiers de séparation préliminaire. Mon avocat te contactera officiellement lundi. Tu répondras par voie légale. Tu ne me contacteras pas directement. Tu ne posteras rien en ligne. Elle a serré la mâchoire et dit, tu essaies de m'effacer. J'ai répondu, c'est toi qui l'as fait toute seule, je ne fais que le rendre officiel.
Elle a dit, tu ne peux pas juste me jeter comme ça. J'ai répondu, si, et je vais le faire. La maison est à moi. Tu n'y as jamais contribué. Pas d'enfant, pas de travail, tu ne qualifies pas pour une pension alimentaire. Et avant même que tu essaies d'argumenter, j'ai un avocat et des justificatifs pour tout. Elle secouait la tête comme si je parlais une autre langue. Elle a dit que c'était cruel. J'ai répondu, non, c'est une conséquence. Tu voulais te sentir choisi, félicitations, tu as été choisi pour être exclu. Elle s'est de nouveau tue, s'est rassie, n'a pas pleuré, n'a pas supplié, elle a juste fixé le vide. Je me suis levé, j'ai pris les dossiers et j'ai dit, tu as jusqu'à dimanche soir pour récupérer tes affaires. Après ça, c'est mon avocat qui gère le reste. Je vais loger chez mon frère d'ici là. Elle ne m'a pas suivi à la porte. Elle ne m'a pas demandé de rester. Elle n'a rien nié. Parce qu'au fond, elle savait. Elle avait fait son choix, j'ai fait le mien. Sauf que le mien ne venait pas avec des excuses ou des justifications bancales. Le mien venait avec des contrats, des dates et une conclusion. Elle a trompé pour avoir de l'attention. J'ai déposé une demande pour ma liberté. Quand j'ai quitté la maison pour de bon, Rachel était encore bloquée dans sa propre rediffusion, aérée comme si elle attendait qu'on réécrive la fin qu'elle pensait mériter. Elle croyait vraiment que j'allais finir par flancher, que je me calmerais, que je reviendrais, que je comprendrais son point de vue. Peut-être qu'elle imaginait qu'on pleurerait ensemble et qu'on rebrandrait notre mariage comme une histoire de rédemption. C'était 2 semaines après lui avoir remis les papiers. Je suis resté chez mon frère pendant que tout passait par les canaux légaux. Elle m'a envoyé un texto une fois. Elle a juste écrit, « Est-ce qu'on peut parler ?» Je n'ai pas répondu. Mon avocat m'avait dit de ne pas le faire. Meilleur conseil que j'ai jamais reçu. Il s'est avéré que Rachel n'était pas la seule à observer l'effondrement de sa petite fantaisie. Environ une semaine après que je lui ai remis les papiers, j'ai reçu un message privé sur Facebook. C'était encore Samantha, l'ex de Derek à présent. Elle ne s'était pas contentée de le quitter. Elle avait lancé une opération de vengeance en solo, avec la précision d'une mission militaire et les preuves d'un audit fiscal. Elle ne m'avait pas seulement envoyé les captures d'écran, elle les avait aussi envoyées au patron de Derek. Apparemment, Derek utilisait son compte de déplacement professionnel pour réserver des hôtels pour lui et Rachel, envoyer des mots doux depuis son email d'entreprise, des selfies horodatés en peignoir d'hôtel pendant les heures de travail. Samantha a tout transmis aux ressources humaines. D'après ce qu'on m'a dit, il pensait qu'il allait être convoqué pour des frais non autorisés et il est ressorti du bureau avec un carton contenant sa plante de bureau et une enveloppe de licenciement. Viré sur le champ, sans enquête, sans seconde chance. La politique de l'entreprise était tolérance zéro pour la fraude et les comportements inappropriés. Apparemment, le service informatique n'aime pas qu'on utilise un ordinateur de travail pour planifier des vacances avec une maîtresse. Samantha ne s'est pas arrêtée là. Elle a publié un fil sur Facebook, un exposé complet, avec les dates, les captures d'écran, la chronologie. Elle a même inclus certains des messages les plus gênants de Rachel, des choses comme « tu me fais me sentir vivante à nouveau » ou « j'aime que tu sois prêt à tout risquer pour moi ». Un vrai film d'horreur version Hallmark. En quelques heures, la publication a été partagée plus de 100 fois. Les commentaires ont afflué. La plupart venaient d'amis communs ou de connaissances du quartier, de la fac de Rachel ou du boulot de Derek. Les réactions allaient de « c'est quoi ce bordel » à « ça explique beaucoup de choses ». L'image de Rachel a été pulvérisée. Les gens qui postaient autrefois des cœurs sous ces selfies filtrés se taguaient entre eux maintenant avec des messages du genre « mec, c'est sérieux ça ». Il s'est avéré que Rachel avait construit toute une identité en ligne autour de la résilience et de l'énergie de guérison. Ses abonnés étaient majoritairement des femmes qui croyaient qu'elle se remettait de quelque chose de profond et personnel. Elle avait tellement exploité cette fausse histoire de maladie pendant la chimio de ma fille qu'elle avait même créé un onglet permanent sur Instagram intitulé Le Parcours. Samantha a tout fait exploser en une nuit. Rachel a tenté un contrôle des dégâts. Elle a posté une demi-excuse, disant qu'elle traversait un traumatisme complexe et que parfois les gens prennent des décisions depuis un endroit de douleur, pas de nom, juste du charabia vague. Personne n'y a cru. Son nombre d'abonnés a chuté. Ses amis ont cessé de commenter. Même ses copines les plus fidèles ont arrêté de la suivre. Et celles qui ne l'ont pas fait sont restées silencieuses, ce qui est encore plus révélateur. Le plus frappant, c'est que sa propre mère m'a appelé. Je n'ai pas décroché la première fois, mais elle a laissé un message vocal. Sa voix tremblait. Elle a dit qu'elle était désolée,
que le comportement de Rachel ne reflétait pas l'éducation qu'elle lui avait donnée. Elle n'a pas essayé d'excuser quoi que ce soit. Elle ne m'a même pas demandé de reconsidérer les choses. Elle a simplement dit qu'elle espérait que ma fille allait bien. Je lui accorde ça. Elle n'a pas tenté de maquiller la vérité. Rachel par contre, elle a essayé de me recontacter. Cette fois avec un nouvel angle. Elle a écrit, il m'a ghosté, il n'était pas celui que je croyais. J'ai lu le message mais je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, elle a réessayé. Elle a écrit, je n'ai nulle part où aller, je vis chez une amie. Mais ça ne marche pas. Je n'ai pas de travail et je ne peux même pas me payer l'essence en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. Traduction, Derek n'était pas le billet doré qu'elle pensait. Il s'est probablement éclipsé dès que la fantaisie est devenue réalité. Pas d'appartement partagé, pas d'économie, pas de chevalier en short de sport, juste la réalité. Et elle n'a pas pu s'en sortir avec des mots doux. Elle n'a pas prononcé son nom, mais je savais lire entre les lignes plaintives. Le plan B lui a dit de se débrouiller. Maintenant, elle espère rembobiner la cassette et faire comme si ce chaos n'avait jamais existé. Elle a dit qu'elle voulait juste rentrer à la maison, que moi et ma fille c'était réel, qu'elle avait tout gâché. Non. Ce qui est réel, c'est moi en train de sauvegarder chaque message et de les transmettre à mon avocat comme si c'était ma routine du matin. Ce qui est réel, c'est qu'elle est partie dès qu'une autre aventure lui a semblé plus brillante. Et ce qui est encore plus réel, c'est que les actions ont des conséquences. Elle les affronte enfin, sans homme pour financer sa fuite cette fois. Ce week-end-là, j'ai appris qu'elle avait emménagé dans la chambre d'amis de sa tante. Je n'ai même pas eu à la mettre dehors. Elle est partie d'elle-même, probablement en pensant qu'elle préservait ce qu'il restait de son image. J'ai entendu dire que l'appartement de sa tante était petit, une chambre, pas de salle de bain pour les invités. Rachel est passée d'un havre de paix soigneusement mis en scène dans sa maison décorée façon Pinterest à un lit recouvert d'une vieille couette fleurie datant du début des années 2000. Derek, d'après ce qu'on m'a dit, a aussi tenté de faire un peu de contrôle des dégâts. Il a essayé de faire croire à Samantha qu'elle avait réagi de façon excessive, lui a envoyé un email minable du genre « Je n'ai jamais voulu te blesser », et s'est fait incendier dans les commentaires de son propre fil par des inconnus. Quelqu'un a même retrouvé ses avis Yelp et a commencé à lui laisser des emojis clowns. Poétique. Le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai pas levé le petit doigt. Je n'ai rien publié, rien partagé, je ne me suis pas disputé. Je les ai laissés se détruire mutuellement. Je suis resté silencieux, j'ai fermé mes applis, j'ai laissé la sélection naturelle faire son travail. Ce n'étaient pas des âmes sœurs, juste deux personnes ennuyées, affamées de validation, qui se reflétaient l'une dans l'autre. Et quand tout a volé en éclats, ils se sont rendus compte qu'ils fixaient le vide. Les gens me demandent souvent si je me sens mieux maintenant, si la vengeance m'a aidé. La vérité, c'est que je ne ressens plus rien. Et c'est ça, le plus beau. Je n'ai pas eu besoin de hurler. Je n'ai pas eu besoin de l'exposer moi-même. Je suis juste resté immobile, et je l'ai regardé sombrer sous son propre poids. Rachel voulait de l'attention. Maintenant, plus personne ne la regarde.